Asparuda Mame Yamero. Bonjour, bonjour à vous tous, soyez les bienvenus dans le direct de ce soir. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire un petit débat sur la situation politique qui prévoit actuellement dans notre cher pays, le Mali. Nous allons recevoir un invité, nous allons débattre sur la situation politique qui se passe du côté du Mali. Alors, vous pouvez nous suivre, vous pouvez appeler sur le numéro WhatsApp qui s'affiche actuellement sur l'écran. C'est le 001 267 315 82 00. Vous êtes dans l'émission Grand Débat spécial Mali avec pour invité Monsieur Félix Aïka. Dans l'émission Grand Débat. Alors, chers auditeurs et auditrices, soyez les bienvenus. Partagez la vidéo, invitez vos amis et nous commençons dans une minute. C'est le moment de partage, partageons. Partageons dans le groupe, invitons nos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission spéciale Mali. Chers auditeurs et auditrices, bien sûr, merci de nous rejoindre sur FES Info TV. Voilà, nous allons recevoir un invité, nous allons discuter par rapport à la situation sociopolitique qui se prévoit actuellement dans notre pays frère qu'est le Mali. Une situation qui ne rend pas différent le reste des peuples, plus précisément de la CEDEAO. Voilà, nous savons le rôle joué dans la CEDEAO, par la CEDEAO, pardon, dans cette crise-là qui se produit actuellement au Mali. Chers invités, merci de nous rejoindre. Partageons la vidéo, invitons nos amis. Nous allons recevoir notre frère, Monsieur Félix Aïka, et nous allons discuter sur la situation sociopolitique qui se passe actuellement dans le pays frère qu'est le Mali. Nous allons vous demander de partager la vidéo, d'inviter nos amis maliens. Vous pouvez participer à l'émission en composant le 001 267 315 82 00. WhatsApp, bien sûr, les appels WhatsApp. Je rappelle le numéro, c'est le 001 267 315 82 00. Bienvenue dans l'émission Grand Débat spécial Mali. Voilà, nous recevons Monsieur Félix Aïka. Alors, le temps de ramener notre invité en ligne. Merci d'être avec nous. Partagez la vidéo, invitez vos amis et installez-vous. Allô, Monsieur Félix, vous me recevez?
Oui, Bertrand, merci. Alors, chers auditeurs, Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, Bertrand. Merci de me recevoir. oui, merci aussi d'avoir accepté de participer à l'émission spéciale Mali que nous organisons aujourd'hui pour parler de la situation sociopolitique qui secoue le pays frère qu'est le Mali, un pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons vu se déplacer dans ce pays des éminentes personnalités. Et je peux citer les présidents de ces pays-là, de la CEDEAO. M. Alassane Dramane Ouattara était également de la partie. Il y avait le président togolais, M. Faure Gnassingbé. Il y avait également, je pense, le président sénégalais qui était aussi dans la délégation. Il y avait l'ancien président nigérien, Goodluck Jonathan, qui était également au Mali pour essayer de trouver une solution à cette crise-là. Alors, pour planter le décor, le peuple malien a commencé par prendre la rue suite à une malaise sociale et la grogne a atteint son paroxysme ces dernières semaines où on a vu des milliers et des milliers de Maliens dans les rues qui directement ces derniers jours réclamaient la démission du président Ibeka. Alors, la CEDEAO qui s'est déplacée dans le pays n'a pas pu, puisqu'on a vu que ce groupe-là, ce groupe de politiciens et de, je ne sais pas comment je vais les appeler, c'est le M5 qu'on les appelle là-bas, mais ils sont tellement bien soudés et ils ont refusé ce que la CEDEAO les a proposé comme feuille de route. Ils ont continué la manifestation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a payé, Monsieur Félix? Merci pour votre question, Bertrand. D'abord, permettez-vous de présenter à nos auditeurs le Mali. Le Mali est je pense, le plus grand pays de l'Afrique de l'Ouest et qui a cédé à son indépendance en 1960. Et son premier président, Modibo Keïta, est loin des panafricanistes africains. Il était le père fondateur du RDA. Le RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain. Et donc, depuis son indépendance, ça fait presque combien de temps? Ça fait bientôt 60 ans, ou bien ça fait déjà 60 ans, puisque le Mali a eu son indépendance le 20 juin 1960. Ce pays n'a connu que deux coups d'État. Modibo lui-même a été renversé en 1968 par le général Moussa Traoré. Moussa Traoré a été renversé par ATT, Amadou Toumani Touré, qui a fait une transition, est parti. Et après, Moussa Traoré, pas Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré a été élu président démocratique du Mali et il a été renversé au cours de son second mandat, si vous vous souvenez, par Sanogo. Sanogo n'a pas pu terminer la transition et lui aussi il a été renversé. Des élections démocratiques ont été organisées qui a vu accéder au pouvoir l'actuel président qui lui aussi à son tour venait d'être renversé hier. Donc c'est juste bref une présentation de ce pays instable qu'est le Mali, qui n'a jamais connu une stabilité depuis son indépendance. Et souvenez-vous, en 2009, lorsque Omaha avait fait sa première visite officielle au Ghana, il a dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Et aujourd'hui, nous avons la preuve que nos pays qui vont d'instabilité en instabilité, la cause de ces instabilités est due au fait qu'il n'y a pas d'institutions fortes. Le Mali, étant quand même un pays démocratique, a vu ces institutions confisquées par le pouvoir exécutif dirigé par le président sortant et le pays est pillé par lui et son fils. On voit dans des vidéos, c'est son fils qui distribue de l'argent aux gens dans le pays. Un pays
riche en or, qui est sous contrôle des djihadistes au nord et de la France aussi. Il y a une forte présence de la France au Mali. Et il faut dire que moi, je ne soutiens pas les coups d'État en Afrique. Les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Cela crée des instabilités, mais parfois, c'est nécessaire. Mais dans ce cas précis, le président sortant est seulement à son second mandat. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà fait 3 ou 4 mandats comme au Togo ou bien dans d'autres pays, ou bien ce n'est pas quelqu'un qui a déjà déclaré son intention de briguer un 3e mandat. Il a mal géré le pays jusqu'hier. Et donc, pour moi, il fallait quand même laisser le président sortant et finir ces 2 dernières années et d'organiser des élections démocratiques. Maintenant, le coup d'État a été fait hier et consommé. Les militaires disent qu'ils feront une transition et organiseront des élections libres et transparentes. Nous les prenons au mot parce qu'aujourd'hui, ni vous et moi ne pouvons dire réellement quel sera l'avenir du Mali. Je suis très inquiet pour ce pays. Moi, je préférerais, et nous tous Africains, je pense, je dirais, hein, nous voulons des institutions fortes, hein, que le pouvoir législatif le pouvoir exécutif soit contrôlé par le législatif et le pouvoir judiciaire, hein, et qu'il y ait des élections transparentes chaque 4 ou 5 ans. Vous voyez, et aux États-Unis, par exemple, le président Donald Trump n'est pas aimé par son peuple. Hein. On a vu des tensions sociales dans le pays. Il y a eu des tensions sociales en France avec les gilets jaunes. Mais personne n'a renversé le président. Et donc, nous comprenons vraiment qu'il y a eu, les gens à certains points ont eu marre au Mali et voulaient quand même le départ du président. N'eût été, et comment dire, la CEDEAO est intervenue au Mali, s'ils avaient été honnêtes et francs avec les Maliens, ils auraient dû quand même demander un partage du pouvoir ou une transition ou bien un gouvernement d'union nationale afin de régler les problèmes du Mali. Mais ils ont voulu, comme d'habitude, ils ont soutenu le président sortant et voilà. Et le pire est arrivé, il a été renversé. Voilà, bref, on a vu les populations étaient en joie hier au Mali, c'est bien, on a renversé le président qui n'était plus désiré par les populations, mais la question qu'il faut se poser aussi, quel est l'avenir du Mali? Est-ce qu'ils vont encore élire un président qui sera inféodé à la France? C'est ça mes soucis, c'est ça la question que beaucoup d'Africains se posent actuellement. Ah oui, hein, mais je comprends, mais une question me vient à la tête hein, rapidement. Un président inféodé à la France. Nous rappelons à nos auditeurs et téléspectateurs que au Mali, la France a plus de 5000 militaires hein, qui sont dans l'opération appelée Balkan hein, pour sécuriser le Mali contre les attaques terroristes. Alors, la question qui me vient à l'idée pour vous poser, Félix, la France a-t-elle laissé faire ce coup d'État? Parce que un pays où la France a plus de 5000 hein, militaires bien équipés, nous parlons de la France, hein, la 5e puissance hein, du monde, et également le camp où tout est parti ne se trouve pas à la capitale où se retrouve le président de la République. Le camp est à l'extérieur. Hein? Donc, il faut, je pense, 15 kilomètres pour quitter la ville où se trouve le camp avant d'atteindre la capitale. Alors, même si on peut nous dire que la France n'a pas vu venir le coup d'État, mais 15 kilomètres, la France actuellement a des avions et puis a tout le nécessaire pour pouvoir faire déjouer le coup d'État. Bon, je me demande, est-ce que la France a laissé faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous vous souvenez qu'il y a eu récemment une tentative de
coup d'État au Gabon, où il y a également une base militaire. La question qu'il faut se poser, pourquoi le coup d'État que ce jeune militaire gabonais a tenté n'a pas pu aller jusqu'au bout? C'est parce que la France ne l'avait pas voulu. La question qu'il faut se poser, aujourd'hui, tout le peuple ivoirien est en train de se lever contre le potentiel troisième mandat du président Ouattara. Est-ce que si jamais un militaire ou bien l'armée tentait de le renverser, vous pensez que ça réussirait ce coup d'État-là? Est-ce qu'il peut y avoir un coup d'État au Togo sans l'aval de la France? C'est des questions que nous devons nous poser. Et donc, il y a les condamnations de la France, des États-Unis, de la CEDEAO, ces condamnations-là ne sont que de la poudre aux yeux. C'est la diplomatie. Et il faut dire qu'arrivé à un moment, le pouvoir du président Keïta était très affaibli. Et si vraiment la France ou bien la CEDEAO voulait sauver son pouvoir, il pouvait quand même proposer aux manifestants qui étaient conduits par l'imam Dibo un partage du pouvoir ou bien une transition pour lui permettre d'aller jusqu'au bout de son mandat. Mais il ne l'avait pas fait. Et donc, les réactions qu'on a eues hier étaient très timides. C'est des condamnations, certes, mais si vraiment ils voulaient aller jusqu'au bout, ils pouvaient quand même. Ils ont les moyens d'empêcher ce coup d'État-là. Et donc, moi, je pense que le destin du Mali se trouve encore dans les mains de la France, comme celui de nos pays, et le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ah oui, je me permets également de saisir cette brèche-là que vous venez de tendre là, parce que le destin du Mali serait encore dans la main de la France, comme celui du Togo et également de la Côte d'Ivoire, etc. Mais justement, le Togo, nous nous rappelons de ces manifestations-là qu'a connu le Togo, si je n'ose que citer je pense le 19 août, n'est-ce pas, 2017. Le 19 août 2017. Le Togo a connu des manifestations à la taille de ce qui se passe actuellement au Mali. Le Togo a connu des manifestations qui ont encore plus même, permettez la tautologie, duré dans la durée, puisque ce que le Mali a fait, mais le résultat du Mali est juste là. Et voilà, est-ce qu'on peut dire que l'armée malienne a-t-elle saisi ou bien comprend plus vite la situation, ou c'est l'armée togolaise qui a un problème? C'est possible, hein? On ne peut pas nier cela. L'armée malienne est une armée républicaine. Néanmoins, il faut quand même avouer que le Mali est un pays d'intérêt à plusieurs puissances comme la France et les États-Unis par sa situation géographique. Donc, moi, je pense que ce coup d'État est allé jusqu'au bout parce qu'il y a eu quand même d'ingérence. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu d'ingérence étrangère. Ils ne peuvent pas l'avouer. Donc, il y a eu des condamnations, certes. Mais ce que moi, j'aimerais dire que le soubassement du pouvoir est la force. Hein. Est-ce qu'on peut dire que hier, c'est le peuple malien qui a renversé le président Keïta? Je ne pense pas. Et nous avons manifesté au Togo, comme vous venez de le dire. Nous luttons depuis 1990. On n'a pas eu ce soutien de l'armée. Hein? Aucun militaire, même pas un officier de l'armée n'a osé renverser ce régime soutenu par la France. Et pourquoi? Comme on l'a dit, la population a toujours fait appel à cette armée. La société civile a toujours fait appel à cette armée. Les hommes politiques ont fait appel à cette armée. Qu'est-ce qui ne marche pas avec l'armée togolaise? C'est parce que ceux qui sont le régime en place, ceux qui sont au pouvoir, garantissent toujours les intérêts de la France. C'est pourquoi ils ont toujours bénéficié de la France, qu'il faut reconnaître est une puissance militaire mondiale. Et donc, face aux mains nues et face à une armée clanique togolaise, qu'est-ce que les populations aux mains nues peuvent faire? Et donc, c'est ça notre malheur
au Togo. Et cela fait pitié. Mais ne perdons pas espoir. Un jour, on arrivera au bout de ce régime. Mais la question est celle-ci, hein, Félix. L'armée, vous voulez dire par là que à un moment donné, IBK ne servait plus les intérêts de la France. C'est pourquoi l'armée a si rapidement pu le faire démissionner. C'est possible parce que s'il y a eu ce coup d'État, c'est parce qu'arrivé à un moment, il a perdu le soutien de la France. Mais s'il a perdu le soutien de la France, on peut dire que les manifestations monstrueuses qu'on a eues en a été pour quelque chose, puisque aujourd'hui, hein, au Mali, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Hein, et nous avons vu également que, sérieusement, cette coalition-là a vraiment affaibli le pouvoir malien. Qu'est-ce qui explique le fait que, hein, ou bien je pourrais dire, qu'est-ce qui explique on ne peut pas rejeter que les manifestations en ont été pour quelque chose, hein. Mais je pense que arrivé à un moment, la France a eu peur que si le peuple arrivait à renverser le président Keïta, peut-être une personne que la France ne voulait pas pouvait arriver au pouvoir. C'est peut-être la crainte de la France. Donc, ils ont soutenu ce mouvement d'humeur des militaires afin d'organiser des élections frauduleuses et placer encore un pilleur de la France là-bas. Le temps nous dira. Est-ce que vous n'allez pas vite en besogne actuellement? Pardon. Est-ce que vous n'allez pas vite en besogne? Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso lorsque les militaires ont renversé le président Blaise Compaoré. Il y a eu des élections démocratiques, mais vous voyez ce qui arrive au Burkina. Il y a des attaques terroristes tous les jours. Je ne pense pas que le président actuel du Burkina est en sainteté avec la France. C'est pourquoi ils ont les problèmes que nous tous nous connaissons actuellement là-bas. Et donc, je pense que la lutte doit continuer partout en Afrique francophone pour qu'un jour nous puissions quand même élire les dirigeants que nous souhaitons nous-mêmes. Et donc, c'est la lutte que nous menons au Togo aussi. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque part que IBK l'a cherché, il l'a trouvé? Parce qu'arrivé un moment, il devait quand même sentir quand même que la pression était tellement forte qu'il devait faire une grande ouverture. Hein. Il a essayé de jouer le jeu de la CEDEAO en faisant certains rafistolages rapidement, et puis il a voulu aussi dribbler les manifestants. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il a rattrapé? Il est responsable de sa propre... Je pense que IBK lui-même est responsable de sa gestion du pouvoir qui a conduit à sa déchéance hier. Là, on ne peut pas nier cela. Mais aussi, il y a d'autres causes qu'il faut analyser. Hein. La présence de l'armée française là-bas. Et arrivé à un moment, il paraît même qu'il y a eu des révélations que Boko Haram, les djihadistes au nord du Mali, sont financés par les puissances étrangères. Oui. Et donc, pour cette raison, je venais de dire que le Mali est un pays riche en or. Est-ce que c'est pour exploiter ce pays, continuer de piller ce pays? Et voilà l'une des questions. Donc, lorsque le pays est occupé, le pouvoir central est affaibli. Et donc, et du moment où ce pays est mal géré, les populations arrivées à un moment en ont eu ras le bol. Et son fils aussi, qui n'a pas vraiment aidé son père dans la gestion du pouvoir, qui pillait le Mali également. Vous avez vu les manifestants hier sont partis piller sa maison. Et donc, il faut quand même... c'est dommage quand même que c'est des opposants qui arrivent au pouvoir et qui se comportent comme ça. Il y a le cas aussi de la Guinée, d'Alpha Condé, qui était pendant longtemps opposant. Il a pris le pouvoir. Lui aussi, je ne sais pas s'il a déjà fait, s'il a déjà changé la constitution, mais il veut briguer un troisième mandat. Ouais, donc face à cet état de choses,
Et si quelque chose leur arrivait, s'il arrivait un coup d'État en France ou bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui, même si qu'ils soient soutenus par une puissance ou pas, bon, les gens ne feront qu'apprécier cela. Donc, ces présidents sont eux-mêmes responsables de leur propre déchéance, si j'ai répondu à la question que vous venez de me poser. Oui, oui. Alors, juste, nous allons parler de la CEDEAO. La CEDEAO, aujourd'hui, est-ce qu'elle doit se mordre la main? Ou bien, je pourrais dire autrement que est-ce que la CEDEAO n'a pas participé à envenimer la situation au Mali? Puisque nous avons vu cette CEDEAO se déplacer, on a vu les chefs d'État de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO, faire le défilé au niveau de Bamako, mais rien n'a changé. Le mouvement a continué. Les populations sont encore plus nombreux dans les rues. Est-ce que la CEDEAO a échoué dans la gestion des conflits des pays composant cette CEDEAO-là? Nous avons vu le cas du Togo. Le peuple togolais a été déçu par la CEDEAO. Le cas de la Guinée, comme vous venez de le dire, le peuple togolais a été déçu. Je me demande bien si cette CEDEAO va se transporter aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, puisque jusqu'alors, nous n'attendons pas la CEDEAO hausser le ton au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a des morts qui sont déjà déclarés au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est quoi cette histoire de la CEDEAO? Cette CEDEAO, qu'est-ce qu'il faut en faire concrètement? Cette CEDEAO est une coquille vide partout où elle est intervenue, que ce soit au Togo. Vous vous souvenez, elle n'a pas pu gérer notre crise. Et en 2008, il y a eu des élections législatives qui ont conduit à cette assemblée monocolore que nous avons au Togo. Élections auxquelles les partis de l'opposition n'ont pas participé à cause de cette CEDEAO-là. Et donc, partout où elle est intervenue, elle n'arrive pas à résoudre les conflits, les problèmes. Donc, c'est aussi un organe dont nos chefs d'État placent leurs pions. Et donc, vous voyez, donc ils font à la volonté de nos chefs d'État. Et du moment où c'est le cas, nous, les peuples de l'Afrique occidentale, nous ne pouvons qu'appeler quand même à la destruction de cet organe-là. Cette même CEDEAO n'arrive pas à tenir tête à la France. Il y a eu les pays anglophones de la CEDEAO qui ont une bonne intention et veulent créer le franc ECO, et la monnaie ECO plutôt. Mais vous avez vu tout ce que Ouattara francophones sont en train de manigasser pour mettre en échec cette monnaie-là. Et donc, bref, pour répondre à votre question, la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale ne sert à rien. Elle n'arrive pas à résoudre les problèmes que connaissent nos pays. Et je pense qu'il est temps que nos peuples prennent leur destin en main. Certains appellent à une généralisation de la lutte démocratique en Afrique de l'Ouest et dans tous les pays démocratiques. Et je lance un appel à la jeunesse de se mobiliser pour qu'il n'y ait pas, pour mettre en échec ce potentiel troisième mandat de Ouattara et d'Alpha Condé en Côte d'Ivoire et en Guinée. Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, la situation est tellement grave également au niveau de Abidjan et que bizarrement, nous n'attendons pas la CEDEAO hausser le ton. Est-ce que c'est parce que c'est Ouattara? La CEDEAO a peur de Ouattara? Ouattara est-il plus dense, plus difficile à gérer dans la situation que la Côte d'Ivoire vit actuellement? Pourquoi la CEDEAO ne dit mot au niveau de l'Abidjan? Oui, je venais de le dire. Et le président de la commission de la CEDEAO est un Ivoirien et qui a été envoyé là-bas ou nommé par le président Ouattara. Comme on le dit, comme l'un de nos proverbes africains le dit si bien, on ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. C'est ça ou bien? Yes. Et donc, vous voyez,
Et donc, comment est-ce que cela est possible que cette CEDEAO ne puisse pas soutenir Alassane Ouattara? Alassane Ouattara a toutes les garanties de la France. C'est pourquoi il se permet ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire actuellement. Son dauphin, son dauphin, paix à son âme, comment il s'appelle même, j'ai oublié son nom. Amadou Gon Coulibaly. Voilà, tout le monde savait qu'il était très malade, mais pourtant, il savait qu'il n'était pas en bonne santé, pourtant il avait choisi. Voilà. Est-ce que cela a été fait intentionnellement pour se représenter lui-même? Personne ne pourra... Je n'ose pas le dire, on dirait, mais je n'ose pas le dire. Personne ne pourra répondre à cette question. Et personne ne pourra répondre à cette question. Lui aussi, la manière dont il se comporte en Côte d'Ivoire, cela doit donner du souci à tout Africain responsable parce que nous ne voyons pas un avenir radieux à la Côte d'Ivoire actuellement. Ouattara lui-même est très âgé. S'il arrivait qu'il décédait au cours de son prochain mandat, hein, s'il réussit son troisième mandat, il laisserait la Côte d'Ivoire dans les mains de qui? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et donc, je pense que les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités afin d'empêcher ce troisième mandat qu'est en train de préparer le président Ouattara. Alors, avant de continuer les questions, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs et chers auditeurs et auditrices que ils peuvent nous appeler sur le 001 267 315 82 00 pour donner leur point de vue sur la situation sociopolitique que le Mali est en train de connaître actuellement. Je rappelle le numéro WhatsApp que vous pouvez appeler pour donner votre point de vue, pour participer à l'émission Grand Débat spécial Mali que nous sommes en train de faire. Le numéro WhatsApp, c'est le 001 267 315 82 00. Hein, vous nous appelez sur WhatsApp seulement. Alors, il y a d'autres... Allez-y. Un instant, Félix. Quelqu'un nous demande il y a un auditeur qui nous dit, s'il vous plaît, pouvez-vous nous écrire le numéro? OK, nous allons le faire. Il y a quelqu'un qui dit, si l'imam Diko était togolais, on allait nous dire que c'est un imam et il ne pourra pas faire de la politique. Alors, qu'est-ce que vous répondez à notre frère Joe Chine qui dit ceci? Si l'imam Diko était togolais, on allait nous dire que cet imam, que c'est un imam, voilà, et il ne pourra pas faire la politique. Alors que Félix, voilà. Voilà. L'intervention des religieux dans la politique togolaise, surtout, je sais à quoi il fait allusion. Il fait allusion à Monseigneur Podro, hein, appeler les choses par leur nom. Hein. Est-ce que l'intervention... Moi, j'ai lu la question que l'auditeur a pour vous. Maintenant, si vous faites des interprétations, je le laisse. Rappelons les choses par leur nom. Nous sommes des Togolais. Je pense que la plupart des gens qui nous suivent sont Togolais. Et au fait, les religieux peuvent intervenir en politique, donner leur avis, hein, mais quand même, il faut respecter la séparation de l'État et de l'Église. Ou bien, c'est ce qu'on dit, non? Oui. Il faut respecter la séparation de l'État et de l'Église. Hein? C'est quand le religieux se permet de choisir un candidat, c'est là que se pose le problème. Mais le religieux peut participer au débat, peut participer à la vie politique, mais ne doit pas se comporter comme un faiseur de roi. Et c'est ce qui s'est passé au Togo et cela a été dommageable à toute l'opposition. Voilà, je rappelle aux éditeurs et éditrices que le numéro pour appeler, le numéro WhatsApp, c'est le 001 267
315 82 00 200 001 267 315 82 00. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp pour poser des questions à notre auditeur. Alors, rapidement, hein, Monsieur Félix, nous revenons encore au niveau de la crise qui secoue notre pays frère, le Mali. Aujourd'hui, est-ce que le peuple malien ne doit pas se poser des questions, ou bien est-ce que le peuple malien ne doit pas baisser le bras? Il doit plutôt penser et se dire que c'est le moment même, que c'est maintenant même que commence leur révolution, parce que actuellement, selon le communiqué que l'armée, le groupe là, ceux qui ont fait le putsch ont lu à la télévision, est-ce que clairement, on peut dire que c'est eux qui vont diriger la transition, ou bien la transition sera divisée par un civil? Est-ce que la population malienne n'a pas à plus encore redoubler d'efforts et à être très vigilant de ce côté-là? Actuellement, l'État malien est fragilisé ou bien a été fragilisé par ce coup d'État. Donc, il va dans l'intérêt du peuple malien que des élections libres soient organisées rapidement afin d'asseoir un pouvoir légitime et démocratique. Et les Maliens ne doivent pas baisser les bras, ils doivent continuer par faire pression sur les militaires qui ont fait ce coup d'État. J'ai lu aujourd'hui que les militaires souhaiteraient que c'est des civils qui conduisent la transition. Bon, s'ils le font, c'est bien. Nous le prenons à la parole. Et ce qui peut sauver le Mali actuellement, c'est d'aller vite aux élections. Exactement. Exactement. C'est ce que je pense que le peuple malien doit faire. Actuellement, le peuple malien doit être très vigilant et continuer par se mobiliser, continuer par rester dans la rue, et continuer par mettre la pression pour que rapidement on puisse aller vers la normalisation des institutions de la République le plus tôt possible. Il faut souligner un aspect quand même positif de ce coup d'État. Le président, il y a eu un coup d'État, mais le président a été obligé de signer sa démission et un coup d'État très classique, hein, très voilà, classique. Comme cela s'est passé au Zimbabwe avec Robert Mugabe. Et je pense que l'aspect positif est que le président Keïta a aussi dissous l'Assemblée nationale et toutes les institutions de l'État. Donc, cela permet aux Maliens de mettre en place lors des prochaines élections de nouvelles institutions. Et donc, c'est à eux de faire en sorte d'élire des gens intègres qui puissent conduire le Mali au développement et qu'il y ait quand même ce qu'on appelle en anglais, comment dire, checks and balances, que les pouvoirs puissent se contrôler entre eux, que le président seul ne s'approprie pas tous les pouvoirs. Oui, très important. Il va falloir que nous le soulignions. Et maintenant, je vais revenir encore une fois au niveau de l'armée, le rôle de l'armée. Est-ce que on peut dire aujourd'hui haut et fort que l'armée malienne n'a pas bien fait? Je l'ai dit hier à un ami, seul le temps est juge de nos actions. Je ne peux pas aujourd'hui me prononcer sur la bonne intention, en ce qui concerne la bonne intention des putschistes maliens. Le temps nous le dira. Ça dépend s'il arrive dans un bref délai à organiser des élections transparentes et remettre le pouvoir aux civils. Je pense que c'est un peu tôt de se prononcer sur leur intention exacte. Si ce coup d'État a été téléguidé par une puissance étrangère
Il faut savoir que rien de bon ne sortira de ces coups d'État-là. Et donc, soyons tous des observateurs. On verra bien comment les Maliens vont se comporter face, face aux nouvelles autorités en place. Je rappelle à nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices que nous sommes dans l'émission Grand Débat spécial Mali et que vous pouvez nous appeler directement sur WhatsApp en composant le 001 267 315 82 00 pour participer, donner votre point de vue, ou bien si vous voulez poser des questions à notre invité, M. Félix Aïka, vous êtes le bienvenu. Alors, Félix, encore, je voudrais que tu nous expliques pourquoi cette réticence-là de dire tout de go, oui, l'armée malienne a très bien fait et on aurait voulu avoir l'armée togolaise réagir de la sorte. Mais je vois que vous portez des gants, vous émettez des réserves, vous voyez toujours une main noire là cachée dans l'ombre qui peut-être serait en train de téléguider les choses dans l'ombre. Qu'est-ce qui vous fait penser à tout ça? Vous avez vu le nombre de coups d'État qu'il y a eu au Mali depuis son indépendance. Oui. Je pense à 5 ou 6 au total. Donc, le Togo en a eu 2. Le Togo en a eu, oui, deux qui ont été à l'avantage de la France et de ses suppôts, et pas à l'avantage du peuple, du peuple, comme parfois au Mali. Donc au Mali, il y a eu au total 5 ou 6. Je rappelle que le Togo en a eu 3. Il y a eu celui de 1963, celui de 1963, 67 et celui de 2005. De 2005. Hein. Ouais. Tous, des coups d'État qui n'ont fait que profiter à la famille Gnassingbé. Et donc, au Mali, vous avez vu, c'est les mêmes personnes qui ont fait ces coups d'État-là qui sont revenus. Hein. Moussa Traoré a pris le pouvoir après Modibo, après avoir renversé Modibo Keïta, et Amadou Toumani Touré qui a fait un coup d'État, qui a fait semblant d'être parti et est revenu. Et aujourd'hui, c'est le colonel Diao qui est l'homme fort du Mali. Et donc, vous pensez que même s'il dirige cette transition et qu'il cède le pouvoir aux civils, il ne va pas vouloir se représenter à la présidentielle après avoir eu goût au pouvoir? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et donc, je pense que la balle est dans le camp des Maliens. C'est à eux-mêmes de voir. Lorsque des élections vont être organisées, de choisir la personne capable de pouvoir conduire le Mali au développement. Et encore une fois, de créer des institutions fortes. Je pense que le problème en Afrique, en général, est que nous votons, le vote ethnique prévaut partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, même dans les pays anglophones. Nous votons au candidat qui vient de notre région. Donc, je pense qu'il est temps de changer notre mentalité et voter pour le candidat pouvant nous conduire à notre destinée. C'est de là que je salue le combat qu'est en train de mener le panafricaniste Kémy Séba. Il faut que toute la jeunesse africaine se lève et qu'ensemble, nous luttons pour le développement de notre continent. Il nous faut un sursaut panafricaniste, un sursaut patriotique, défendre nos pays à tout prix. Oui, exactement. Vous venez de toucher un point très important, très important. C'est le problème même, la problématique des élections transparentes en Afrique. Et plus précisément dans les pays colonisés, je dirais, par la France. Parce que lorsque vous voyez ces pays, je pense que le grand problème qui ne rassure pas la population et qui fait que la population est à chaque fois obligée
de descendre dans la rue, ou bien qu'on est obligé de passer par les coups d'État, c'est la non-transparence des élections que nous faisons et aussi la non-compréhension de la population ou bien des populations du fait que la personne que nous devons élire pour diriger, pour avoir entre ses mains le destin de tout un peuple ou bien de tout notre pays, ne doit pas forcément être quelqu'un, comme vous venez de le dire, qui vient de la famille, ou bien du même ethnie, ou bien un cousin, ou bien quelqu'un avec qui on a des acquaintances, mais quelqu'un qui réellement est d'abord intègre, qui a toutes les carrures pour pouvoir être à la hauteur de cette immense tâche-là qui est d'être président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas? Oui, c'est exactement cela. Il faut quand même, il y a certains pays africains qui l'ont vite compris. Par exemple, le Bénin, où on a vu qu'il y a eu des présidents qui sont du Nord et des présidents du Sud. Il y a Iboni, Kérékou, sont du Nord, et il y a Talon, et puis Nicéphore Soglo qui sont du Bénin. J'apprécie les Béninois sur ce plan. Il va falloir que les autres pays africains ou bien les autres Africains, les autres peuples je ne coupe pas la parole, mais il y en a qui actuellement sont en train de voir en le président actuel d'être un mini dictateur en herbe. Bon, ça, c'est ce que nous sommes en train de lire sur les presses par rapport sur les réseaux sociaux, dans la presse béninoise. Il y a certes des dérapages politiques au Bénin actuellement, c'est vrai. Mais c'est ça la vie politique. C'est ça ce que beaucoup de Togolais ne comprennent pas. C'est ça la vie politique. Le pouvoir, il faut vivre avec. Je pense que les réelles intentions du président Talon, c'est de créer deux grands partis, une vie politique avec deux grands partis au Bénin, et comme cela l'est au Ghana, et le NPP et le NDC, cela l'est également au Nigeria, cela l'est aux États-Unis, cela l'est en France, les républicains et la gauche. Aujourd'hui, et le multipartisme, on ne l'avait pas compris, les partis se sont multipliés partout en Afrique. Au Togo, on a plus de 150 partis. Et tout le monde cherche à profiter. On est allé à 150? Voilà. Oui, tout le monde cherche à profiter du financement de l'État pour faire la politique. Justement. Donc, je pense que la renaissance du Bénin, l'un des grands partis d'opposition du Bénin, de Nicéphore Soglo, n'avait pas compris cela. Et ils ont suivi les autres partis, les micro-partis de l'opposition béninois, et ils ont boycotté les législatives. Je pense que le pouvoir, la cession au pouvoir est une compétition, c'est un challenge, c'est un défi, il faut relever ces défis-là à chaque fois. Et donc, je ne pense pas que le président, sur le plan développement, le président Talon, moi je suis très bien l'actualité politique béninoise, est en train de travailler en ce qui concerne les infrastructures, il est en train de développer le Bénin. Et donc, pour moi, pour créer un parti politique, il faut avoir beaucoup d'adhérents. Il ne faut pas créer un parti politique avec les membres de sa famille, comme on le voit au Togo, avec les partis qui n'existent pas, mais qui font le beau temps au Togo. Les partis de Abbas Kaboa, même le parti... S'il vous plaît. Non, mais nous touchons à ce au véritable problème que connaît le Togo actuellement. Vous avez vu ce qui s'est passé après l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Le candidat de la dynamique, M. Agbeyome Kodjo, c'est le président du parti politique MPTD. Avouons-le, qui est un micro-parti qui n'avait pas assez d'adhérents. Nous avons vu au lendemain de la présidentielle, quand ce parti
a annoncé que sa victoire a été volée par le parti au pouvoir. Où est-ce que vous avez vu ses adhérents manifester? Où est-ce que vous avez vu les partis qui composent la dynamique? Est-ce qu'ils ont une base politique? Est-ce qu'ils ont une assise nationale pour pouvoir se soulever? Vous voyez? Donc, moi, je pense que je ne sais pas si on doit l'appeler un système bicaméral, politique bicaméral, mais je pense que ce qu'est en train de faire le président Talon au Bénin pour n'avoir que des grands partis est une bonne chose, selon mon avis. OK. Est-ce que vous êtes là? La question est bonne. Je vous ai toujours. Hein? Oui, je suis là. OK. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans l'émission Grand Débat. Hein, aujourd'hui, c'est spécial Mali. Et nous avons comme invité le frère Félix Aïka que nous recevons pour discuter de la situation sociopolitique qui se prévoit au Mali actuellement. Alors, vous pouvez nous appeler sur le 001 267 315 82 00. Vous pouvez nous appeler pour donner votre point de vue par rapport à la situation au Mali actuellement. Vous pouvez nous appeler également pour, si vous voulez poser des questions à M. Félix, nous l'avons encore pour 3-4 minutes et nous allons rendre l'antenne. Vous pouvez nous appeler et le numéro, je le rappelle, le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous appeler, c'est le 001 267 315 82 00. Nous sommes bien sûr dans l'émission Grand Débat spécial Mali sur FES Info TV. Alors, Monsieur Félix, alors permettez-moi, hein, nous retournons au Mali, hein, parce que aujourd'hui, nous sommes là pour parler du Mali. Tant bien que vous essayez toujours de faire des parallèles pour essayer d'atterrir au Togo, mais moi, je vous ramène au Mali. Voilà. Alors, aujourd'hui, la population malienne, nous l'avons vu dans les rues en liasse, hein, en train de jubiler avec son armée. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut voir la population togolaise comme ça jubiler avec son armée? Population togolaise ou bien malienne? La population malienne oui. était en liesse dans la rue avec son armée. Très content, on a vu. Et la question est que jusqu'à quand est-ce que nous verrons la population togolaise jubiler dans la rue ou bien Ok, j'ai compris votre question. Quand est-ce que nous verrons Quand est-ce que nous verrons aussi la population togolaise jubiler avec l'armée? C'est ça votre question? Avec son armée, hein, oui. Avec l'armée togolaise. Le problème togolais est particulier. L'armée togolaise est clanique, comme vous le savez. C'est une armée composée uniquement et majoritairement des gens de l'ethnie kabyé, des officiers kabyés. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle un renversement militaire du pouvoir n'a jamais eu lieu au Togo. Et donc, c'est difficile. Mais cela n'est pas impossible. Il appartient au peuple togolais, hein, aux populations togolaises, comme l'ont fait les Maliens, de prendre leur destin en main en protestant, hein, en essayant quand même d'utiliser toutes les voies pacifiques ou bien toutes les voies prescrites par notre constitution. Si jamais les Togolais arrivent là où sont arrivés les Maliens aujourd'hui, je ne pense pas que l'armée ne nous suivrait pas. Après tout, c'est des citoyens eux aussi et le développement de notre pays leur profiterait aussi. Et vous savez que la plupart des militaires togolais ne sont pas bien payés, à part ceux qui sont dans la grâce du pouvoir, ceux qui sont proches du pouvoir. Et donc, la population togolaise en général vit au-dessous du seuil de la pauvreté. Je ne pense pas que on ne retrouverait pas un jour cette armée unie avec nos populations. Mais
c'est ce qui va pousser le déclic qui manque. Justement, est-ce que les opposants togolais ont cette connexion-là avec l'armée togolaise? On dirait pas, hein, parce que là, à chaque fois, on pousse, le peuple est dans la rue, on sent la tension. Et je sais pas, qu'est-ce qui la petite goutte d'eau, hein, qui doit venir hein, pour faire déborder la vase, manque toujours à l'appel au Togo. Pourquoi est-ce que les opposants ont vraiment cette connexion-là avec l'armée togolaise? Le rôle d'un parti politique, permettez-moi de le rappeler, est d'arriver au pouvoir par des voies pacifiques, par la voie des élections. Donc, ce n'est pas le rôle des Ce qui opposants. vient de se passer au Mali actuellement est pacifique. Hein? On a juste déposé le président classiquement. Ce qui vient de se passer au Mali n'est pas l'œuvre des opposants. Mais oui, mais c'est pacifique. Il y a eu un élément catalyseur qui est, comment dire, les manifestations, les marches de protestation des populations. Mais les marches ont été conduites, souvenez-vous, par un imam au Mali. Ce n'était pas les opposants. Donc, les opposants ont vocation à prendre le pouvoir par la voie des élections. Et il faut souligner qu'au Togo, comme je venais de le dire, l'armée est clanique, c'est difficile de pénétrer cette armée. Vous avez vu des assassinats récents au Togo du colonel Batala et de Toussaint Majolba. D'aucuns disent qu'il y a des dissensions au sein de l'armée. Et chaque fois qu'il y a ce genre de dissension, et les éléments rebelles sont vite retrouvés et exécutés, comme ça s'est passé dans le cas en 1993, si je me souviens, dans le cadre de l'assassinat du général Ameyi, TP et autres là. Et donc, moi, je suis de l'opposition. Ce n'est pas, nous opposants, nous n'avons pas vocation à prendre le pouvoir par un coup d'État. Non, oui, je comprends hein, que ça serait la réponse que vous allez donner, hein, que vous n'avez pas vocation à prendre le pouvoir par un coup d'État et tout ça, là, ça, nous comprenons très bien, mais quelqu'un qui aspire à diriger un pays doit avoir les connexions nécessaires qu'il faut. Et l'armée est un élément très important lorsqu'on aspire à diriger un pays, surtout hein, dans nos pays africains. Nous ne pouvons pas ne pas mettre ce paramètre armé-là dans notre agenda quand même. Hein. Nous, les politiques, notre devoir est d'organiser les manifestations pacifiques, quitte aux militaires de prendre leurs responsabilités à main et de défendre la République quand elle est en péril. Donc, vous pouvez demander aux officiers à l'armée de prendre ses responsabilités. Aux officiers eux-mêmes. Il y a un dans la diaspora qui ne cesse de crier matin, midi. Aux officiers de prendre leurs responsabilités. Nous avons un petit souci là, un petit souci de micro, je pense, à votre niveau. Monsieur Félix, est-ce que vous êtes là? Nous avons un souci de micro à votre niveau. Oui, je viens de démuter. Voilà. Toutes mes excuses, maître. Oui. Donc, c'est ça. Donc, chacun doit jouer son rôle dans la République. Nous ferons le nôtre. C'est à eux aussi de jouer leur rôle. N'est-ce pas? C'est saisi, c'est compris, c'est tout à fait normal. Et nous espérons vraiment que l'armée togolaise regarde, observe, voit ce qui se passe dans les pays limitrophes, dans les pays à côté, lorsque le peuple, de la manière dont cela s'est fait
au Mali, de la manière dont cela se fait au Togo. Lorsque le peuple crie son ras-le-bol, il ne faut pas toujours étouffer le peuple et le contraire à la résignation, mais il faut plutôt écouter le peuple et donner les réponses qu'il faut afin de permettre à son pays de connaître un lendemain meilleur. Parce que si le pays n'avance pas, c'est que quelque part, ça touche l'économie du pays et ça touche toutes les couches sociales de ce pays-là. Alors, mon frère Félix, la toute dernière question, mais elle ne sera pas elle ne sera pas par rapport à la crise malienne, mais tout dernièrement, nous constatons sur les réseaux sociaux je ne sais pas si je dois l'appeler de dérapage, mais des propos un peu à consonance ethnicisme. C'est-à-dire, nous avons entendu un de nos compatriotes dans la diaspora qui d'une manière indélicate, essaie de poser un problème. Vous parlez du compatriote Yemi Dessau. Moi, je pose le problème avec beaucoup de gants pour ne pas blesser les uns et les autres, mais je voudrais vous poser la question tout simplement de savoir comment est-ce que, lorsque vous avez entendu ces propos-là, comment est-ce que vous vous êtes senti, comment vous le prenez et quelle analyse vous faites par rapport à ça? Le problème qu'aborde le compatriote Yemi est le problème d'ethnocentrisme, de tribalisme et de népotisme. Et je ne peux pas le nier, au Togo, notre pays, le tribalisme, le népotisme sont à leur comble, où nous venons de parler du cas de l'armée, où elle est majoritairement composée seulement des gens de l'ethnie kabyle. C'est ce problème-là que pose le camarade Yemi. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que le soubassement du pouvoir est la force. Et donc, c'est cette armée clanique qui soutient le pouvoir. Et vous voyez, 50 ans de pouvoir de ce régime, ce régime a trop duré, et ce qui fait que des fois, les gens ont peur d'aborder les problèmes réels de notre pays. Ce que moi, je vais dire, ma position par rapport à ce problème. Et dans les services administratifs du Togo, vous allez voir quand même qu'il y a un équilibre en ce qui concerne la composition des fonctionnaires. On retrouve des gens de cette ethnie qui sont majoritaires dans les services de santé partout, dans la police. Donc, tout ça là, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est un problème sérieux. Tout ce que nous voulons, nous sommes une nation. Il faut que toutes les ethnies, tous les Togolais participent à la vie, au développement de notre profit. Et tant que ce problème-là va exister, et nous n'allons pas être heureux, nous tous, nos Togolais. Donc, je pense que c'est ce problème-là que notre compatriote Yemi est en train de nous parler. Bon, il y a de la tension parfois avec des gens avec qui ils échangent. Tant mieux, ne le prenons pas à mal. Nous tous, nous devons contribuer au développement de cette cité qu'est notre pays, le Togo. Mais je ne veux pas nier, c'est une réalité et le népotisme surtout est réel au Togo. Qui peut le nier? Mais aller jusqu'à déclarer tout haut que le Kabyle tue, est-ce que ce n'est pas... Est-ce que la manière de le dire, est-ce que parler comme ça, est-ce que ça... Aujourd'hui, est-ce que le timing est bon par rapport à ce genre de déclaration? Je pense que
chacun a sa manière de poser le problème pour que les gens puissent comprendre. Je ne suis pas responsable de ce que Yemi dit. Si pour lui, c'est de cette manière qu'il faut poser le problème, je venais de dire que les gens ont peur de parler dans notre pays, de peur des représailles. Mais il y a une réalité. Donc, est-ce que c'est la forme qui est importante ou bien le fond? C'est la question que nous devons nous poser. Le fond, c'est qu'il y a un problème de népotisme, de tribalisme qui existe au Togo. La forme, c'est la manière de le poser. Et donc, tout ce que moi je peux suggérer à ceux qui débattent est de faire en sorte que cela ne soit, ce sujet ou bien tout ce que nous disons ne soit pas dommageable à autrui ou bien cause des problèmes entre nous Togolais nous-mêmes ou bien nous divise. Je profite de l'occasion pour dire à nos téléspectateurs, et auditeurs et auditrices, pardonnez, que nous allons recevoir, pardonnez, hein. Waouh, vous voyez là, cette question est tellement sensible que. Alors, nous allons tout faire pour amener Yemi, notre compatriote Yemi, qui a soulevé cet aspect de la vie sociale au Togo, et nous allons le ramener ici en direct et nous allons lui poser des questions. Nous allons essayer de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants et pourquoi et tout ce qu'il veut, il essaie de dire indirectement, et nous allons essayer de mieux comprendre avec Yemi. Et nous vous demandons d'être vraiment à l'écoute. Nous allons l'amener cette semaine même pour essayer de faire comprendre un peu les choses à tout le monde, et que vraiment que nous ne rentrons pas encore dans des guerres ethniques. Nous n'en avons pas besoin, vraiment, pour notre cher pays, le Togo. Alors, sur ce, Monsieur Félix, merci d'être resté avec FES Info TV. Nous sommes très, très contents et très honorés de vous avoir reçu aujourd'hui pour discuter de la situation socio-politique de la vie du Mali. Aujourd'hui, le président Ibeka n'est plus l'homme fort du Mali. Quel est votre mot de fin et quels sont vos souhaits pour le peuple malien? Merci Bertrand de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Que cela serve, que ce qui vient d'arriver à Ibeka serve de leçon à d'autres présidents africains et qui sont là et qui ne servent pas l'intérêt de notre peuple et qui veulent mourir au pouvoir. Aux Maliens, je leur demande du courage, et aux militaires maliens, je leur demande qu'ils soient animés d'un esprit patriotique afin d'aller vite à des élections transparentes qui puissent permettre au Mali de se développer. Merci de m'avoir reçu. Merci également, Monsieur Félix. Chers auditeurs et auditrices de FES Info TV, nous voici arrivés à la fin de notre émission Grand Débat spécial Mali avec notre invité, Monsieur Félix Aïka. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous porte et que Dieu bénisse le Mali. Bye bye et à la prochaine.